Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez ? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand ? C'est pour quand ? C'est pour quand ? Alors ? C'est pour quand ? Hello, je suis Octavia. Dans le podcast Alors, c'est pour quand ? On s'adresse aux indécises, à celles qui ne désirent pas, à celles qui n'ont pas pu, à celles qui ont fait trop tard ou toutes seules. Nous parlons des questions de maternité. J'échange avec des femmes qui ne rentrent pas dans les cases, des femmes libres qui, à travers leurs histoires, nous montrent qu'il n'y a pas qu'un seul chemin possible. Et c'est tant mieux. Avant de démarrer cet épisode, je vous propose une petite expérience. Fermez les yeux si vous le pouvez. Si je vous dis le mot « famille », qu'est-ce qui vous vient en tête immédiatement ? Dans notre imaginaire, nous associons souvent la famille à un papa plus une maman plus des enfants. Éventuellement, on peut penser aux grands-parents ou aux oncles, tantes, etc. Il existe pourtant bien d'autres modèles familiaux. Les familles homoparentales, par exemple. Et savez-vous que 23% des familles françaises sont en fait des familles monoparentales ? Et même qu'un pourcentage de ces familles l'est par choix. Une femme qui devient maman toute seule, par choix. Oui. Pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Christine Nalchadjian. Salut Christine. Hello. Je te remercie d'être... Tu m'as mis un peu la pression là. Ça y est, c'est bon. La barre est haute. Allez. Tu es une femme d'affaires très reconnue dans ton secteur. Ah bah si, faut le dire. Hein. Mais tu es aussi une autrice. Et en plus, depuis août 2017, si je ne me trompe pas, tu es l'heureuse maman d'une petite Sophia. Oui. Que tu as conçue en solo. Et c'est cette petite fille dont tu rêvais depuis toujours. Comme tu le dis dans ton ouvrage, justement, qui parle de ce sujet-là. Cet ouvrage s'intitule « Mon bébé made in love. Comment j'ai fait un bébé toute seule ». Tous ceux qui auront aussi la ref de Jean-Jacques Goldman. Elle est au début, là, dans le préface, d'ailleurs. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me dire la question « Alors, c'est pour quand ?» À quoi ça te fait penser ? À la pression. Alors, clairement, à la pression. Alors déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Avec plaisir. Après, la question, alors, c'est pour quand ? Clairement, c'est la pression. C'est surtout qu'en fait, moi, dans mon histoire, l'histoire est un petit peu différente. Par mon nom, vous pouvez le comprendre, je suis arménienne. Une arménienne née en Arménie, donc avec les règles un peu... arménienne, d'il y a 40 ans. Et dans les règles, 18 ans, je devais être à peu près mariée. En tout cas, c'était un peu le schéma classique. 21 ans, j'avais déjà 2, voire 3 gosses. Enfin, je ne sais pas comment ça se calcule, mais dans ma tête, c'était ça. 21, 22, j'étais déjà mariée depuis un moment. J'avais 2-3 enfants, etc. Bon, j'y étais pas du tout. 22 ans à peine, je me suis mariée. J'étais très en retard. Donc, à l'heure, c'est pour quand ? C'était déjà quand est-ce que tu vas te marier ? Et après, dès que je m'étais mariée, tout de suite, la famille, elle était plus en mode quand est-ce que tu vas avoir un enfant ? Et moi aussi, je me disais, mais alors, c'est pour quand ? Donc, à 22 ans, avec mon ex-mari, je lui ai dit, écoute, bon, alors, ça y est, on est mariés, maintenant, il faut faire des enfants. Là où j'ai, entre guillemets, eu un peu de chance, c'est qu'il m'a dit, attends, on vient de s'installer, je venais déménager à Paris. Attends, on verra. On s'installe et puis après, on verra. On est jeunes, machin. Bon. Et on s'est séparés quand j'avais 29 ans. J'avais plus envie de faire un enfant avec lui ou avec qui que ce soit. En fait. Okay. Et donc, du coup, le schéma dans ma tête avait changé. Sauf que le « alors, c'est pour quand » venait d'un ma-gynéco, en France, une femme. Okay. J'étais choquée parce que je comprenais pas, en fait. Je m'étais dit, on est en France, d'où tu me mets la pression ? Déjà, elle me connaissait pas. Bon, déjà, elle me voyait une fois tous les 3-4 mois et encore. Donc, il y avait aucune raison. Et 2, je trouvais qu'en France, c'était pas le pays où on te mettait la pression sur le sujet. Et puis, de toute manière, pour moi, j'ai répondu à cette question à 30 ans. Alors, c'est pour quand ? Pour moi, c'était à 35 ans. C'était décidé. Plan en tête. Il y avait un plan, il y avait même... je savais que j'allais faire seule, je savais pas trop comment faire à l'époque, il n'y avait pas autant d'infos, mais je savais que je voulais faire seule, avec un donneur anonyme.
Et c'est tout. Et j'en avais parlé même un petit peu autour de moi, aux gens qui me posaient des questions. Et puis ça s'est arrêté là. Et puis tout le monde a oublié, tout le monde a pensé que j'allais changer d'avis. Sauf que pour moi, c'était clair. Quand, 34 ans, je commence, 35, j'accouche. Bon, après, j'ai eu du bol. Hein. C'est pas aussi simple. Mais moi, au moins, j'avais répondu à la question. C'est comment, finalement, tu t'es réapproprié un certain nombre d'injonctions, mais tu les as reprises à ton compte et pour faire les choses à ta sauce. Donc c'est en ça que c'est aussi un message un peu de liberté pour toutes les femmes. Voilà, je suis rouge, mais ça se voit pas. On est en audio, du coup, c'est sûr que... Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu concrètement comment ça se passe quand on devient maman en solo, finalement. Et donc, tu le précisais tout à l'heure, toi, tu as fait appel à un donneur anonyme. Est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes du début à la fin ? Alors, c'est... il faut imaginer, c'était il y a 8 ans, hein, parce que maintenant la petite elle a 7 ans, donc j'ai commencé il y a 8 ans. Ouais. Et il n'y avait rien. Il n'y avait aucune info sur le sujet sur Internet. Donc, évidemment, comment on commence ? En googlant, quoi. Enfin, j'ai googlé, j'ai rien trouvé. C'était très mignon. J'ai eu de la chance, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait fait ça. Donc, elle m'en a un peu parlé. Mais quand elle m'en a parlé, j'étais déjà bien dans le process. Donc, en soi, le début du process, j'étais un peu seule. Alors là où j'ai eu beaucoup de chance, c'est que justement, parce que ma gynéco d'avant, je la supportais plus et franchement, elle n'était pas sympa. Je suis allée voir un gynéco qui s'est avéré totalement par hasard d'être la personne connue dans le monde de la fertilité et dont le rôle c'était d'aider les femmes à avoir des enfants. Et sauf que à l'époque c'était illégal en France de faire un enfant seul. Oui. Donc on rappelle juste que la loi justement autorisant la PMA pour les femmes seules et pour les couples homosexuels, enfin femmes homosexuelles, c'est 2021. 2021. Voilà, d'où mon livre d'ailleurs, le livre, je l'avais sorti pile pour la loi, c'était ma façon de militer, parce que je suis pas une manifestante, donc voilà. Tu milites par les ouvrages, par les livres, voilà. Ce qui est très bien. Par la connaissance. Donc voilà, donc après, en googlant évidemment en anglais, j'ai trouvé pas mal de choses, et en discutant un peu avec des copines lesbiennes, je me suis rendu compte qu'il y avait deux possibilités, ou tu voulais que le donneur soit pas anonyme, auquel cas tu allais en Belgique, Sweden ou Danemark, où c'était d'ailleurs super répandu. Et j'avais même lu des statistiques sur Suède. À peu près 50% des femmes arrivées à 35 ans, elles faisaient seules. En fait, la question ne se posait même pas. Par contre, elles voulaient connaître le donneur. Là où moi, je ne voulais pas. Donc, le seul choix, entre guillemets, pour ne pas connaître, c'était en Espagne. Un pays qui, d'ailleurs, extrêmement religieux, mais super ouvert sur le sujet depuis des années, avait des cliniques bien développées. Donc après, j'avais... mon seule source d'information, c'était les catalogues de ces cliniques qui expliquaient comment ça marchait. Donc dans les deux, j'ai choisi celui qui était, entre guillemets, le plus connu de mon point de vue à l'époque, qui était à Madrid, parce que je voyageais beaucoup à Madrid, parce que moi, naturellement, et d'une façon très naïve, j'ai décidé qu'à chaque voyage à Madrid, j'allais pouvoir faire une insémination. Ce que j'avais pas compris, que c'était quand même hyper lié à mes cycles, et que je voyageais jamais dans mes cycles. Enfin, ça tombait quand même super rarement. Et donc après, le process était simple. Donc, je suis d'abord allée voir mon gynéco, je lui en ai parlé. Donc en France ? En France. Ok. Qui m'a expliqué que c'était pas forcément c'était pas légal du tout, même en France à l'époque. Mais dès que j'étais enceinte, il allait me suivre, évidemment. Mais tant qu'on y est, il allait me donner aussi des conseils, surtout que j'avais déjà choisi la clinique. J'avais appelé la clinique et j'avais pris un rendez-vous. Donc j'avais fait tout le premier pas. Et après, mon gynéco, il m'a dit, en fait, ce serait bien que tu ailles voir un psy. Là, c'était le choc total, on va parler tout à l'heure, je pense. Et en fait, la première chose qu'il m'a dit, c'est tu te rends bien compte qu'à 34 ans, si tu fais un enfant à 35, 36, tu trouveras beaucoup plus difficilement un homme dans ta vie. Puis qu'est-ce que j'en ai à faire ? Enfin, je suis désolée, j'ai fait un choix de faire un enfant seul. C'est pas moi, c'était pas en me disant j'ai pas trouvé l'homme jusqu'à maintenant. Oui. C'était, en fait, je sais que dans la majorité des cas, et encore une fois, j'ai aucun jugement, mais arrivé à un certain âge où ton horloge biologique sonne, tu te dis j'ai pas trouvé l'homme, je vais faire un enfant seul. Et je trouve que c'est une bonne décision. Mais moi, c'était pas mon cas. Moi, mon cas, c'était je veux un enfant seul, je cherche pas un homme pour faire un enfant. Donc, moi, sa phrase m'avait un petit peu choquée. Je dis, écoutez, c'est pas grave. Tu vois bien dans le livre, je suis très cash, moi, pour baiser, il y en a plein, j'ai pas besoin de... Enfin, désolée. Donc, bref, il m'a envoyé voir un psy, ce qui m'avait mis hors de moi. J'étais exécrable avec le psy. Ouais, mais vraiment. C'est vrai que c'est hallucinant comme truc. Et voilà, et puis après, tout ça résolu, je suis allée à mon premier rendez-vous à Madrid. C'était que, je crois, de tous les rendez-vous que j'ai fait à la clinique, c'était la première où
je l'ai organisé autour de mon voyage professionnel. D'accord. Tous les autres, c'était... voilà. Et d'ailleurs, le médecin qui m'avait conseillé, c'était un médecin marseillais qui allait au moins 2 fois par semaine là-bas pour consulter, parce qu'en France, c'était illégal. Après, ils m'ont expliqué, ils ont dit, le donneur est anonyme. En revanche, on va caler au max à ta couleur de peau, à tes gènes, à tes yeux, couleur des yeux, couleur des cheveux et la taille, avec un objectif où l'enfant ressemble au max à maman, pour qu'il n'y ait pas cette sensation de il est adopté ou autre. Je ne sais pas en fait, c'est ce qu'il m'avait expliqué. Donc, bon. Après, on suit tout le process classique de les hormones, les piqûres. Les piqûres, c'était le truc le plus bizarre parce que je me suis jamais fait piquer. Combien de temps les piqûres avant de... 2 semaines, moi. T'as 2 semaines de piqûres? C'était 2 semaines de piqûres. Alors, c'était folklore, les piqûres, mais oui, c'est 2 semaines. Pendant 2 semaines, si je me rappelle bien, j'ai écrit en fait, le livre, je l'ai écrit tout de suite après pour ne pas oublier. J'ai mis du temps à le publier, mais j'ai écrit tout de suite. Et je crois que c'était 2 semaines, et tous les 3-4 jours, j'allais faire une écho pour voir à quel point j'avais ovulé. D'accord. En fait. Et dès que t'es prête, en fait, donc ça peut être 2 ou 3 semaines, je sais pas, mais dès que je suis prête, ils te disent, là, t'es prête, t'es au max d'ovulation, t'as 36 heures, ta dernière piqûre, elle est 36 heures avant. Donc tu n'es ni en retard ni en avance, ton truc, il est à 11 heures. Bon, j'y étais dimanche 11 heures, c'était pas très dur. En Madrid, voilà. Sacrée logistique quand même. Oui. Après, je pense que c'est tout le sujet, c'est comment tu le prends. Moi, j'ai pris en jeu. Je trouvais ça marrant. Tu prends l'avion, tu pars à Madrid. C'est vrai qu'il y a pire comme destination. Oui, voilà. Il faut s'imaginer une belle clinique. C'est un truc magnifique. Il y a des fleurs, tu te sens comme une reine. Ils connaissent très bien. Dès l'entrée, ils savent qui tu es. Tu les appelles par ton numéro. Ils te parlent en français. Ils te connaissent déjà. Enfin, c'est hyper bien organisé. Hyper bien organisé. Vu le prix qu'on a payé, je ne comprenais pas que c'était aussi bien organisé. Parce que moi, je trouvais qu'on n'a pas assez payé. Enfin, j'ai pas payé pour un tel service. Mais bon, parce que globalement, on paye juste pour l'insémination en soi. Je paye pas. Mais c'était super. Et puis moi, dans la salle d'attente, j'étais heureuse parce que je savais où je venais, pourquoi, ça me dérangeait pas de ne pas être seule, etc. La première fois, j'étais allée avec un ami, mais en soi, les premiers rendez-vous, j'ai fait seule. Or, je voyais des couples qui étaient un peu stressés ou peut-être que c'était un peu un moment important, fatidique pour eux. Ils attendaient peut-être une nouvelle très différente. Voilà. Là, au moins, c'était plus léger. Alors après, je sais pas dire si c'était plus léger parce que c'était plus léger ou c'est parce que moi, je l'ai pris comme ça. Oui, qu'il y a un mélange de deux, en fait. Dans ton livre, la spécificité, je trouve, de ton livre, c'est que tu prends les choses, mais je pense que tu fais pareil dans le business, non, j'imagine, avec recul, humour, et tu vois un peu les petits défis, les petits challenges comme un défi à remonter, un genre de jeu. Et c'est ce qui rend aussi les choses, je pense, plus légères, en tout cas, de se dire, je tente, j'y vais, c'est l'aventure, quoi. Donc, suite à tous ces différents, on va dire, moments, temps fort pour tomber enceinte. Donc arrive le moment où finalement tu dois faire un choix, il me semble. Oui, alors ça c'est le tout premier choix qui te dit qu'il faut faire. C'est au tout début. Le premier rendez-vous, c'est le choix. C'est le premier rendez-vous avec ta clinique. Alors moi j'avais le choix. Il y a certaines femmes qui n'ont pas le choix. Moi j'avais le choix parce que j'étais pas encore enceinte et qu'on avait jamais. Enfin, j'étais jamais tombée enceinte avant. Donc tu avais 35 ans. Et oui. Et qu'en soi, en fait. Pour tout vous dire, les années d'avant, on avait essayé, mais on n'avait pas réussi. Et encore une fois, les superbes gynéco-femmes en France avaient de base décidé que parce que moi, je suis d'Arménie et de Russie, le problème vient de moi. Ah bon? Donc pendant 2 ans, on m'a testé avec tout ce qui était possible et faisable. Et à aucun moment, jusqu'au bout, ils avaient testé mon mari. C'est fou. Ce qui m'avait extrêmement choquée, mais puisque moi-même, je venais d'Arménie, je m'étais dit, ça se trouve, c'est normal. Et personne à aucun moment m'a dit, en fait, il y a un problème dans ton fonctionnement. Enfin, il y a un truc. Et donc, à la fin, il s'est avéré que c'était pas moi le problème. Donc, quand je suis arrivée au rendez-vous avec la clinique, ils avaient déjà un peu le truc médical. Ils avaient dit, écoute, puisque tu avais testé, ça a l'air d'aller. D'accord, ouais. Essayons, tu as le choix. Si tu veux être certaine dès la première fois, on fait une FIV. Sinon, une insémination classique. Et puis, moi, j'avais lu que... la FIV, sur les super catalogues, la FIV, c'est plus simple, le plus difficile, mais plus certain. Par contre, l'insémination, au bout de 6e fois uniquement, 50% de femmes tombaient enceintes. D'accord. Et donc, dans ma tête, j'avais pas d'urgence, puisque j'avais commencé dans les temps avec mon plan. Ok. Je m'étais dit, on en fait 6 fois, si vraiment au bout de 6e fois, j'y arrive pas, je ferai une FIV.
Oui. Parce que c'est plus lourd, en fait, en soi. Et puis, il faut faire le don des ovocytes, etc. Enfin, il y avait tout un sujet avec FIV. Donc, je n'étais pas prête moralement. Oui, c'est ça. C'est que, juste pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas vraiment en détail, parce que moi, je l'ai appris grâce à ton livre aussi. En gros, donc, la fécondation in vitro, c'est tout le process de fécondation qui est fait à l'extérieur du corps de la femme via gamètes mâles, gamètes femelles et réimplanté dans l'utérus. Oui. Donc c'est quand même sachant que d'abord il y a quand même ils doivent quand même reprendre des ovocytes de toi. Voilà, exactement. Il y a une partie un petit peu douloureuse. Après ils mélangent tout et quand c'est prêt, ils remettent. Donc c'est quand même un process qui semble assez complexe et complet. Contrairement à l'insémination artificielle qui, elle, consiste simplement en fait à mettre de la gamète mâle directement dans l'utérus. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils injectent 6 millions de spermatozoïdes. Je me rappelle, elle me l'a dit, ça m'a fait rire. Je me suis dit, elle l'a compté. Heureusement que c'est microscopique. C'est ça. J'avais d'ailleurs fait une blague, évidemment, à la docteure. C'était une nana, la première fois, le dimanche à 11h, je me rappelle, je lui ai fait « Let's have sex ». Elle n'a pas compris. Là, Ont-ils rigolé à cette bonne blague? Elle m'a regardé en mode « C'est qui cette folle ?» Ils n'ont pas d'humour. Non, franchement, non. Et donc, à partir de là, effectivement, tu as une première tentative qui échoue. Oui. Alors non, oui et non. J'étais enceinte. T'étais enceinte. J'étais enceinte. Donc, c'est une réussite d'un certain point de vue. Et je ne m'attendais pas. Je pensais pas que ça allait être si vite. Donc, j'ai fait une fausse couche. Évidemment, quand on fait une fausse couche, on se sent coupable, tout est de notre faute, etc. Et dans la réflexion, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait mal? Le jour de mon anniversaire, j'étais à Milan dans une réunion hyper importante et puis je le sentais pas. Et on le sent quand ça saigne. Ouais, et donc là, je me suis dit, il y a un petit souci. Et bon, évidemment, je suis dans la tech, il n'y a que des hommes autour de la table. J'ai pas osé de parler. Ouais, sympa contexte. Voilà, j'ai attendu que ça se termine. Quelle volonté de faire. Je savais pas quoi faire. Non, mais je comprends, mais c'est vraiment des situations. Franchement, c'était chaud. J'étais en panique. Qu'on soit obligé de vivre ça en silence. Après, il y avait rien en soi. Je me sens. J'étais pas obligée. J'aurais pu dire. Ouais. Mais je me sentais... Déjà, ils ne savaient pas que j'étais en process. Oui. Et deux, je sais pourquoi je ne voulais pas me lever. C'est parce que si je me lève et que ça va se voir, et donc eux, ils vont être dans la merde. Et moi, à la rigueur, je saurais gérer, mais il faut en plus que je les gère eux. Oui. Donc, c'est vrai, il y a un truc... Donc bon, j'ai fait... low profile. J'ai rien dit le temps que ça se termine et j'ai appelé la clinique. Et c'est là que je me suis dit, la clinique, elle était superbe, honnêtement. Ils ont tout de suite compris qu'il y a un problème. Vous nous appelez, ça fait 2 semaines, il y a un problème. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, j'explique où vous êtes, à Milan. Il faut que j'aille aux urgences. Non. Vous mettez un truc, une serviette, vous attendez, vous rentrez. Parce qu'en fait, je rentrais 3 heures après. Ils m'ont dit, vous attendez 24 heures. Si ça va, si ça saigne encore, c'est que c'est une fausse couche. Okay. Comme ça. Donc, pas d'urgence, pas de panique. Donc, voilà, bon, ça s'est affirmé comme une fausse couche. Mais bon, donc, le lendemain, je fêtais mon anniversaire. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je pouvais picoler. Oui. Donc, toujours voir le positif. Voilà, c'est ça. Donc, jusqu'à maintenant, quand je regarde les photos, je me dis, bon, là, j'ai bien bu ce soir-là. T'as profité de ta soirée d'Annie. C'est ça. Bon, et donc oui, la première fois, j'étais enceinte. La deuxième fois, ils m'ont retesté pareil. J'avais ovulé assez rapidement. En fait, en termes de piqûres, j'ai fait 3 fois. Enfin, tout le process, j'ai fait 3 fois. Jusqu'à l'insémination. L'insémination, j'ai fait 2 fois. Okay. Parce que la deuxième fois, c'était en plein été. Donc, celui qui m'a vu à cet instant précis, il m'a dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est bon, vous avez ovulé, vous pouvez y aller. La un peu moins bonne, c'est qu'il y a un risque de triplet. Mais... ne vous inquiétez pas. En 25 ans de carrière, j'ai eu que 4 cas. Oh là, c'est beaucoup 4 quand même. Moi, je sais pas, ça me semble... J'étais là, écoutez, on va faire simple, je vais pas être la 5e. Donc, j'ai fait pas aller. Donc, j'ai appelé la clinique, j'ai tout annulé. Parce que j'ai pas envie de déjà... Maman solo, mais des triplés... non, mais même 2. Mais déjà des jumeaux. Mais oui, déjà des jumeaux, comment tu gères. Enfin, c'est clair. Donc, j'ai arrêté le process, reparti voir. Et 3e, pareil. Et 3e fois, j'étais enceinte, pour le coup. Ouais. Donc, 2e fois enceinte. Concernant ce médecin qui te demande d'aller voir un psy, parce que tu as un projet de faire un enfant toute seule, tu écris dans ton livre « Je ne crois pas que l'on demande aux couples qui veulent un enfant d'aller voir un psy, ni aux femmes qui tombent enceintes d'inconnus après avoir eu des rapports non protégés. » Donc du coup, pourquoi, à ton avis,
il t'a demandé ça. Et qu'est-ce que ça dit de notre société ? Alors, certes, c'était en 2017. Bon, ça a peut-être un peu évolué, mais enfin, on n'est pas non plus sur des avancées complètement folles. Qu'est-ce que ça dit, ça, le fait que les gynécologues envoient les femmes qui veulent des enfants seules chez le psy ? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Un, je l'ai mal pris perso aussi. Je pense qu'il y a ça aussi. Parce que si on pense à son ego, etc. Et puis, nous, on se connaît. Lui, il ne me connaissait pas autant que je me connaissais. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il s'est dit, est-ce qu'elle va vraiment assurer ? Et c'était un peu, en quelque sens, en protection de l'enfant. Parce que si j'accouche et je ne sais pas quoi en faire, qu'est-ce que j'en fais ? Il y aura un enfant de plus sans parents, en fait. Et il m'avait un peu dit qu'il y avait pas mal de cas de postpartum, de baby blues, etc. Et qu'il faut que je sois consciente qu'il faut savoir gérer tout ça. Au-delà de ma vie privée qui n'existera plus, il y a aussi ça à gérer. C'était pas complètement en soi. En soi, c'était pas faux. Absurde d'essayer d'avertir, en tout cas. Ouais. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'ils avertissent pas les couples. Ou, voilà, les nanas la situation, elle est similaire finalement. Donc je pense que lui, dans sa tête, c'était protecteur. Je me suis dit, il faut peut-être mieux comprendre la situation. Après, je pense qu'avec tout ce qu'il avait vu, peut-être que c'était sa façon de lire, je sais pas. Bon, bref, oui, je sais pas. peut-être qu'aussi il avait vu des cas et que du coup... Oui, je pense. Alors lui, je pense qu'il avait plus d'expérience que moi là-dedans. Donc, voilà. Oui. Et après... Je me suis rendu compte quelques années après, en discussion avec d'autres mamans solo, qui avaient fait un peu parce qu'elles n'ont pas trouvé l'homme. Et il y en a quelques-unes qui m'ont dit, la seule chose qui m'a manqué aux cliniques, c'est l'accompagnement d'un psy. Et moi, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un psy ? L'argent, parfois. Je pense que si tu fais des allers-retours à Madrid, à un moment, tu as compris que ça allait avoir un coût. Enfin, je veux dire, c'est pas gratuit. Et la psy, c'est 100 € l'heure. Donc, c'est vrai. Je pense que, alors, peut-être l'argent, encore une fois, je sais pas. Mais c'est peut-être pas l'argent, mais tant le truc de le temps que c'est pas imposé. Aller voir un psy, ça veut dire que t'es malade dans la tête des gens, en fait. Oui, de moins en moins aussi, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette... Mais encore une fois, c'était il y a 7 ans. Donc, c'était pas du tout la même... Ça a quand même bien évolué, alors. Heureusement. C'est cool, tant mieux. Et puis maintenant, il y a des groupes de discussion. Oui. Là, elle est sur Facebook. Alors évidemment, je suis dans 1 million de groupes. Je vois toutes les discussions. Et je me dis, la vache, moi, toutes ces questions, je savais pas à qui poser. Oui. Moi, les questions que je posais, c'était un peu débile dans les forums de maman, en mode, je suis enceinte, est-ce que j'ai le droit de manger McDo ? Parce que tout le reste, il n'y avait pas à qui poser. Il n'y avait pas forcément les ressources. Dans mon époque, non. On peut savoir ce qu'il t'a posé comme genre de questions. Pourquoi vous voulez faire ça ? Pourquoi vous voulez pas trouver un homme ? Vous êtes jeune. Oui, d'accord. C'était des questions classiques. Le classique que quelqu'un au café du coin pourrait te demander, en fait. Quoi. Franchement, je me suis dit, franchement, on dirait mon oncle. Oui, c'est ça. Et je pense pas du mieux de mon oncle. Alors... c'est pas forcément un compliment. Vraiment pas. Donc, t'es allée jusqu'à l'accouchement pour avoir cette petite Sophia. Oui. Et tu racontes aussi que à l'accouchement, ça n'a pas toujours été simple avec le personnel médical. Donc, tu as accouché dans une clinique privée à Paris. Oui. Et donc, tu racontes aussi avec beaucoup d'humour que tu t'étais pas forcément préparée trop à l'accouchement. Oui. Que c'était pas forcément quelque chose, je pense, qui t'attirait particulièrement. Et du coup, le médecin, quand il t'a demandé de pousser, il me semble, et que tu savais pas faire, a commencé à t'engueuler et tout ça. Oui, alors, lui, je pense qu'il a paniqué. Parce que même, c'est un médecin, faut qu'il garde son self-control, quoi. Si lui, non, mais en fait, tout l'accouchement était, encore une fois, après coup, j'ai trouvé ça hallucinant. Tout le truc était hallucinant. Alors déjà, moi, je suis russe. En Russie, tu demandes une césarienne, on te fait une césarienne. Ici, j'ai demandé une césarienne, on m'a dit, mais ça va pas. C'est naturel ici, césarienne uniquement s'il y a une urgence. À chaque fois que tu fais un écho, on te demande où est le papa. Okay. Ou le papa, il vient pas. Et en fait, c'est là, pendant toute la grossesse ou tout le process, je me suis dit, heureusement que je suis à l'aise avec l'idée. Ouais, c'est clair. Parce que si t'es pas à l'aise avec l'idée, à chaque fois, tu te justifies. Ouais. Et alors, moi, évidemment, à la Christine, je répondais que des trucs à côté de la plaque. En mode, il est avec sa femme. En mode, je sais pas, il est mort. Enfin, des trucs, mais hyper chelous, histoire de choquer un peu pour que les gens comprennent que...
il n'y a pas un seul schéma. Ouais. Il n'y a pas toujours un papa. Et d'ailleurs, ça se peut qu'il est vraiment mort, en fait. On ne sait jamais. Donc, oui, en plus, c'est ça. Il faut faire attention quand même à ce qu'on demande. Et puis, ce sont des médecins. Enfin, je veux dire, à un moment, leur job est d'être un petit peu doux quand même. Dans l'empathie, l'histoire, dans le soin, dans le care. Et pas de... Donc, voilà. Entre autres, tant qu'on y était, je me suis mise pendant la grossesse avec mon meilleur ami. Ouais. Et donc, à l'accouchement, il était là. Mais pas forcément pour moi, mais parce qu'étant parano, je voulais qu'il suive l'enfant. Ok. Parce que j'avais aussi une tonne de trucs, on échangeait les enfants. Bon, je suis un peu parano sur le sujet. Bon, bref. Et donc, il était là. Personne ne comprenait qui il était, parce que dans leur tête, je suis solo. On m'a déclenché, parce que c'était plus marrant. Ouais. Et parce que mon médecin partait en vacances une semaine après. Ah, bah voilà. Enfin, il partait en vacances ce soir-là. Tout s'explique. Donc, il s'est dit, on va pas attendre une semaine. Il va pas s'embêter quand même. Voilà. Mince. Mais c'était un beau médecin. Le problème, c'est que moi, je suis arrivée en mode chill. J'avais pas de contraction. On m'a enclenché. On m'a mis la péridurale qui était très mauvaise, je pense, parce qu'elle m'a donc mis KO. Et c'était pas une péridurale qu'on pouvait gérer. Et donc, pourquoi je raconte ça, c'est qu'en fait, j'étais censée d'accoucher à 17h. Ouais. À 20h, j'avais pas encore accouché. 20h, c'était un service, et à partir de 20h, ils changeaient tous. D'accord. D'où l'importance, parce que jusqu'à 20h, les nanas qui étaient là, elles étaient hyper sympas, on avait vachement discuté, elles avaient compris le trip, elles étaient hyper... voilà. Sauf qu'entre-temps, ils ont eu 4 urgences, ils ont eu 4 césariennes d'urgence. Donc, quand je suis arrivée, le gynéco était limite un peu en mode « mince, elle n'a pas encore accouché ». En fait, elle est encore là. C'est ça. Alors, 1, elle n'avait pas encore accouché. 2, la péridurale était passée. Et ils ne pouvaient pas remettre. Et le service a changé. Donc, tout a changé. Ouais. Et donc là, en mode, pousse. Et puis... D'accord. Et puis, en mode, OK. Et puis surtout, ils n'ont pas arrêté de me dire, elle est très bas, tu pousses 2 fois, elle sort. Au bout de 15 minutes, on s'est rendu compte, en fait, pas du tout. Elle est bas, mais elle est bloquée. Donc, tu pousses 2 fois, elle sort pas. Oui, OK. Et donc là, il commençait à avoir une panique. Et donc là, le médecin, il commençait à me dire, non mais attends, je comprends pas, t'as pas fait les cours d'accouchement, machin. Ok, vous êtes sympa. Alors, il s'est avéré qu'il connaissait en plus mon meilleur ami. Donc, ils étaient en train de chit-chat au début. C'était en mode, vas-y, pousse, et puis nous, on se raconte nos vies. C'était chill quand même, quoi. Et les gars. Et puis, 15 minutes après, drastique changement. Et en plus, ils m'ont dit des trucs en mode, écoute, puisqu'on t'a déclenché, on va d'urgence l'amener ailleurs. Enfin, en fait, tout ce qu'on m'a dit, c'était pas vrai. Sur l'accouchement, tout ce qu'on m'a dit, ça s'est pas passé. Je comprenais pas où j'étais, honnêtement. Et la bonne nouvelle, ça dure pas 1000 heures. Hein. Donc, il y a une limite à tout ça. Oui, tant mieux si ça dure pas trop longtemps, effectivement. Et donc, ils l'ont sorti, ils l'ont mis sur moi. J'étais surprise, parce que dans ma tête, j'étais paniquée, ils doivent l'amener. Ouais. Et là, ils donnent les ciseaux à mon meilleur ami en disant, c'est toi qui coupes. Donc, lui, il dit, non. Ouais. Mais le gynéco était au courant. Sauf qu'en fait, les nanas qui ont changé, non. Ah oui. Et donc, la nana à côté de moi, elle fait, pourquoi pas? L'autre, il fait, mais je suis pas le papa, je coupe pas. Et on s'est mis d'accord que, tu vois, limite, moi, j'étais là, mais c'est quoi, de quoi je me mêle? Et là, elle fait, mais non, mais on s'en fout, t'es papa. Et là, elle commence à l'engueuler lui, pourquoi il coupe pas. Le médecin qui m'engueule moi, parce que... L'ingérence dans la vie privée des gens, quoi. Et donc, au final, ça s'est un peu calmé avec le fait que, du coup, ils sont partis avec le petit. Lui, je lui ai dit, tu la suis, la petite. Et puis, ils m'ont oublié. Ah bon? Donc, je suis restée 40 minutes comme ça, là. Sans la petite. Sans lui, sans téléphone. Okay. Et lui, il s'est avéré qu'il attendait avec la petite devant. Ils l'ont juste nettoyé. Et lui, il savait pas qu'est-ce qui passait. Donc, du coup, il était devant la porte et moi dedans et on s'attendait. Ah oui, il attendait. Il pensait que tu avais des soins. Oui, parce qu'il a bien vu qu'il fallait recoudre, etc. Ouais, donc, il n'a pas osé. Bon, franchement, c'était folklore. Et la maternité, je détestais, donc bon, voilà. Et un bonheur, j'imagine, la rencontre avec Sophia. Oui, c'est une coquine. Dès le début, c'était une coquine. Ça se voyait. C'est une coquine qui mangeait pas, quand même. Elle me l'a fait à l'envers. Un peu de stress au début. Ouais, j'imagine. Les premiers 3 jours n'étaient pas marrantes. Pas ouf, quoi. Et les premiers 3 jours où tu étais justement encore à la maternité. Oui. Et tu disais que tu avais entendu des phrases aussi un peu hallucinantes à la maternité, du style il faut souffrir pour être une bonne maman. Tu racontes des choses assez hallucinantes aussi pendant ta grossesse. Enfin là, je fais un petit retour en arrière. T'es allée à un concert de U2. Ah oui. Quand t'étais 37e, j'étais. Bien enceinte, c'est ça, ouais. Et donc c'est là, vas-y, raconte ce petit épisode que je trouve assez savoureux mais assez signifiant quand même. Ah non, mais franchement, j'étais énorme. En taille, j'étais énorme. J'avais pas pris autant de poids, mais j'étais vraiment énorme. Et donc je suis entrée et puis à la sécu, vous savez, quand vous rentrez dans des stades, ils te checkent, quand même. Donc évidemment, les nanas sont checkées par des nanas et donc il y a une femme qui m'a regardée en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Va à la maison.
t'es enceinte, est-ce que tu t'es vue, c'est hyper dangereux pour la petite et tout, Elle t'a pour dit ça, l'enfant quoi. et tout. J'étais là, what, on se calme. Hein. Ouais, c'est Parce dingue. qu'en fait, au-delà de tout, alors chacun peut avoir son opinion. Le truc, c'est qu'on est fragile. Ouais. Et encore, moi, je me prends un peu moins la tête, mais je me suis dit, mais tout ce qu'on m'a dit, si j'étais un minimum plus fragile, je serais tout le temps en larmes, seule. Enfin, c'est pas possible, quoi. Moi, je sais répondre. Donc, moi, je lui ai dit de quoi je me mêle, rentre chez toi. Enfin, parce que franchement, je trouvais pas ça sympa. C'est ce que tu dis un moment dans le bouquin, je crois. Tu dis, sitôt que t'es enceinte ou que ça se voit, c'est comme si ton corps, il t'appartenait plus vraiment. En tout cas, tout le monde te donne son avis. Alors, tout le monde sait mieux que toi. Tout le monde sait mieux que toi. Tout le monde sait mieux que toi. Et puis, évidemment, tout le monde raconte son histoire. Tout le monde donne son avis. Et tout le monde a envie de toucher ton ventre. Ça, j'ai jamais compris ce truc. Ouais, ça, c'est spécial j'ai envie aussi. de dire, c'est dans mon ventre d'habitude. C'est comme... C'est mon ventre, quoi. Et puis, ils te posent même pas la question, assez souvent. Ouais. C'est comme si on allait te toucher les seins sans te poser la question. Ouais, c'est fou. À un moment... Donc, moi, j'ai réagi. En fait, moi, je pense que là où j'ai eu du bol, c'est que je réagissais toujours, en fait. Mais j'ose espérer qu'ils ont compris que c'est pas que moi, qu'à un moment, il faut quand même respecter la personne en face. Tu portes une parole, je pense, qui est commune à plein de femmes, de dire... Mais oui. Allez vous faire cuire le cul, en fait. Voilà. Mais même mes copines, en fait, moi, ma meilleure amie, avant de lui toucher le ventre, donner des conseils, je lui demandais. Mais évidemment, ouais. Il y a un truc de consentement aussi, en fait, quand on va toucher le corps des gens. Oui, bah oui, quand même, à minima. Voilà. Ouais. On ne touche pas les fesses des mecs, alors? Non, voilà. Merde. Ou tu demandes si la personne est OK ou non. Oula, pardon. Tu parles finalement, et c'est ça qui est bien aussi quand on t'écoute, de cette grande liberté, de cette grande joie, finalement, de ton parcours à toi pour devenir mère seule. Mais tu précises aussi que cette liberté, elle a un prix. Et moi, j'aimerais savoir ce que ça coûte, peut-être non financièrement, mais aussi financièrement, parce que c'est toujours intéressant aussi d'avoir ce genre d'infos. Voilà, si ça ne te dérange pas de nous donner quelques billes. Alors déjà, c'était moins cher que je le croyais financièrement, en toute honnêteté, parce que dans ma tête, ça allait coûter genre 20-25 000. L'insémination classique, moi, avec tous les... encore une fois, c'était pas remboursé. Rien n'était remboursé jusqu'à ce que je sois enceinte. Et puisque tu faisais des échos tous les 2-3 jours, les billets d'avion, machin et tout. Finalement, le moins cher dans toute cette histoire, c'était le sperme. Ah oui, comme quoi. Quoi. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien, je leur ai demandé combien ça coûte. Parce qu'en fait, une fois que tu sors de la clinique, ils te donnent une facture. C'est vraiment détaillé. Facture détaillée que tu signes. Là-dedans, le sperme, il te coûte 300 €. Et, ça va. Et encore, c'est le sperme retravaillé. En soi, tout ça, j'avais calculé 2 000 €. Ouais. Et donc, du coup, moi, ça a coûté 2 fois 2 000 et plus une fois 1 000, on va dire ça comme ça. Mais tout le process. Je crois que la FIV, elle était plutôt autour de 10 000. Oui, c'est ce qui me semble aussi. Justement, dans un épisode précédent, on a parlé de FIV. C'est plutôt autour de 10 000, effectivement. C'est ça. Ouais. Mais il y a plus de travail aussi. Oui, c'est ça. Là, c'est une opération beaucoup plus, comme on disait tout à l'heure, beaucoup plus complexe à mettre en place. Et plus de gens impliqués aussi. Donc, de ce point de vue-là, financièrement, ça coûtait pas... Autour de 5 000, voilà. à peu près. Et encore, si tu fais une fois et que ça passe, finalement, tu t'en sors qu'à 2 000. Donc, c'est bon. Donc, économiquement, c'est gérable de ce point de vue-là. Après, ce qui coûte cher en soi... Alors, il y a 2 choses. Et là, on va rentrer un peu dans mon autre travail. C'est qu'à un moment, femme enceinte, peu importe, tu as fait solo ou pas, mais un peu plus en solo, tu gères comment ta carrière. Et puis moi, je l'ai fait un peu à l'envers à l'époque par la peur. C'est que j'ai pas dit que j'étais enceinte parce que j'étais en train de créer une équipe. Donc j'ai dit quand j'étais déjà très enceinte. Enfin, quand ça commençait à vraiment se voir, en fait. Et puis, vu que t'es gonflée aux hormones, moi, ça a commencé à se voir très vite, d'ailleurs. Mais donc, du coup, j'allais pas au bureau. Tu te cachais. Voilà. Parce qu'une fois, je suis allée, on m'a dit, c'est marrant, ton pantalon se ferme pas. Je me suis dit, putain, ta bouche... Là, encore une fois, de quoi je me mêle. Voilà. Ça me regarde si ma braguette est ouverte. C'est vrai, il a raison, mon pantalon ne se ferme pas. Alors, j'ai toujours été zen et chill. À partir du jour où j'étais vraiment enceinte, genre que j'ai pas fait de fausse couche et tout ça, j'étais devenue angoissée. Tout ce qui touchait l'enfant, angoissée. Jusqu'à maintenant, tout ce qui la touche, je suis dans une angoisse totale. Alors, il faut bien le cacher, évidemment, jusqu'au point où jamais aucune nounou, sauf ma mère, est sortie avec elle dehors. Genre, même la nounou que je connais super bien et qui on bosse 6 ans, elle ne sort pas avec Sophie. Elle reste à la maison, il y a des caméras à la maison, je sais ce qui se passe, je suis hyper angoissée sur ce sujet. Donc il y a ça, mais ça, je pense pas que ça soit lié au fait que je sois solo,
Pas forcément, effectivement. Je pense pas. Et donc, en soi, pour moi, il n'y a pas forcément de prix différent que si tu étais maman. Il y a le côté solo. Alors, moi, je l'ai toujours pris en bien parce que pour moi, tu es la seule à prendre des décisions. Tu n'as pas besoin de négocier 1000 heures, le même truc. Et que finalement, il faut juste s'organiser. Ouais. Et c'est le juste s'organiser qui a un coût différent. D'accord. Les nounous de nuit, si tu en as besoin. Alors, moi, déjà, la culpabilité d'avoir une nounou de nuit, j'ai pas réussi. Mais par contre, la nounou, l'école, la crèche, tout ça, il faut être bien entouré et il faut toujours avoir un plan A, plan B, plan C, parce que si t'es en retard, qui va la chercher? Donc si c'est pas ta nounou, ta maman n'est pas là et que t'as pas de mari, tu peux même pas crier sur quelqu'un. Enfin, à la rigueur, là, t'as un mec avec qui t'as fait l'enfant, tu peux lui gueuler dessus, comme ça t'enlèves la moitié de ta culpabilité. C'est vrai. Là, tu prends toutes les responsabilités. T'as merdé, c'est de ta faute. Je m'excuse pour la familiarité. T'as bien fait, c'est aussi grâce à toi. Mais puisqu'on a plus la tendance à dire qu'on n'a pas bien fait, bah, tu prends toute la faute sur toi, en fait. Ouais, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est pareil pour des couples. Il y a un truc que tu précises quand même dans ce que tu racontes, c'est que tu as ta mère quand même qui est proche, enfin qui vit proche de chez toi et qui te... Oui. Alors ça, c'était un coût financier également, parce qu'en effet, j'ai acheté un appartement, ma mère, elle a déménagé, donc elle était là. Alors ça, la première année, c'était... je pense que ça, c'était le seul truc qui m'angoissait pas. C'est que je sais que, peu importe mes relations, parce que mère-fille, c'est pas toujours génial. C'est pas toujours simple. Voilà, mais je sais que quoi qu'il arrive, elle ne fera jamais de mal à Sophia. C'est clair. Et ça, c'était le truc le plus important. Pour moi, le reste, c'était détail. Et moi, Sophia, elle avait 2 mois, je suis partie aux US. Et ça, c'était une grosse erreur. Alors, professionnellement, c'était très bien, j'ai bien fait parce que j'ai sauvé mon équipe, etc. D'accord. Parce qu'en fait, vu que j'étais un peu sous hormones encore, parce que tu as quand même une descente d'hormones. Hein, ça doit être toute l'année d'après. Ça doit être dur, ça. J'étais dans tous les sens. Et donc, du coup, j'ai pas beaucoup bu, mais tout le monde autour était bourré. Et donc, comme ça, j'ai su des trucs sur le fait que mon équipe était en train de se réorganiser par mon manager N+2. Je dis sympa, merci. Mais personnellement, je l'ai très mal vécu. Et si c'était pas ma mère, j'y serais pas allée. J'aurais jamais fait tous ces voyages. Donc ça a aussi un coût d'un point de vue professionnel. En filigrane, on comprend que tu as créé ton propre modèle familial. Oui. Est-ce que, suite à la naissance de Sophia, tu t'es sentie jugée, critiquée ? Et est-ce que tu as l'impression que, par exemple, depuis que la loi bioéthique est passée, les mentalités ont un peu évolué sur ces sujets-là, si tu en parles ou pas? Qu'est-ce que tu perçois, toi, de... Alors, il y a 2 choses. C'est très drôle parce que, donc, 2020, quand la loi devait passer, elle doit avoir 2 ans, je crois. Enfin, 2 ans, Sophia. Il y avait partout des pancartes non aux enfants sans papa. Mais partout. Et je me disais, heureusement qu'elle ne sait pas lire. Parce que quand tu vois un enfant qui lit ça et qu'il n'a pas de papa, c'est quand même abusé, franchement. Il faut réfléchir un peu avant de faire ce genre de truc. Ouais. Tu veux dire dans les manifs, tout ça, les pancartes... Mais c'était même pas dans les manifs, c'était collé. C'était collé sur des trucs publicitaires, c'était collé dans les murs, tu étais en voiture, tu les voyais. Parce que moi, je n'allais pas aux manifs, en fait. Moi, c'était partout autour de nous. Il y avait un espèce de lobbying en fait sur ce sujet. Énorme. Et en fait, à la rigueur que tu juges la femme, mais il faut pas toucher. Les enfants, ils sont pour rien. Elle a pas fait un choix d'avoir ou pas. C'est clair. Donc, pour moi, c'était choquant. C'est hyper choquant, ouais. Et après, alors est-ce que je me suis sentie jugée ? Oui et non. Et je crois que j'en parle dans le livre, c'est que j'ai toujours eu 3 réactions dès le début. Alors, ceux qui m'ont le plus critiqué sur le sujet, c'était des mecs. Parce que de leur point de vue, et ceux qui étaient les plus virulents dans leur critique, c'était ceux qui voyaient le moins de leurs gosses. Ouais. Donc ça, c'est le truc le plus drôle. Ça n'a pas trop de valeur, du coup. Ton enfant, il sera malheureux, son papa. Ouais. Alors, bonne nouvelle, c'est que c'était facile à rétorquer. Et le tien, donc, il est malheureux, parce que toi, t'es là. Sans vouloir être désagréable, il est 22h jeudi soir, t'es là. Cours de répartie avec Christine. Voilà. Oui, alors ça, oui. Et donc, bon, ça, oui. Alors oui, après, il y a eu la réaction des gens qui sont déjà en famille, qui sont plutôt en mode, bah non, quand même, c'est bien d'avoir une famille complète. Et pourquoi pas ? Mais bon, moi, je les juge pas. Ils ont pas à me juger non plus. C'est surtout ça, en fait. Et la troisième, la réaction la plus marrante, c'était moi aussi, j'aimerais trop. Mais je sais pas comment faire et j'ai pas le courage. Mais ça, c'est passé, ça, maintenant. Parce que maintenant, on en parle plus facilement et donc cette réaction est... C'est en train de, en tout cas, de s'ouvrir de plus en plus quand même. Ça va mieux, ouais. Sophia est dans une école assez sympathique, mais du coup aussi un peu chère.
où ils ne fêtent pas, par exemple, la fête des pères et la fête des mères. Cela dit, je crois que même dans le public, Ils maintenant... font la fête des parents, non? Ou des... Maintenant, ils ont transformé ça en fête de parents, Pour ceux qui auraient aussi perdu éventuellement leurs parents, justement, pour plein de situations qui font que... Ouais. Et ça, je pense que oui. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la loi de PMA ou est-ce que c'est le GPA aussi, parce qu'il y a quand même aussi, dans beaucoup de quartiers, où il n'y a que 2 parents... du même genre, du même sexe. Bien sûr. Ce que ça a changé, c'est que les femmes en parlent plus. Donc moi, j'ai retrouvé des femmes qui ont des enfants du même âge que Sophia, mais qui en parlaient pas. Donc moi, elles m'en parlent parce que je balance le truc assez rapidement. Mais elles en parlent pas le temps que tu en parles. Et même, par exemple, leurs copines ne sont pas toujours au courant. Enfin, ça reste, mais on en parle plus facilement. D'accord. Donc, je pense que c'est le sujet. Ça, donc, dans ce sens, ça a un peu changé, mais c'est quand même assez niche. Franchement, avec tout le respect que j'ai envers la France, je trouve que c'est un pays, mais qui parfois est coincé sur des sujets. Ah non, mais c'est dingue. Le podcast, alors, c'est pour quand, est tout à fait d'accord avec toi, puisque c'est pas compliqué. La plupart des personnes que j'ai interviewées vivent à l'étranger, ont vécu 10 ou 20 ans à l'étranger ou sont d'origine étrangère. Globalement, c'est pratiquement que ces personnes-là qui témoignent dans ce podcast. Hein. C'est dingue. Donc, c'est que quand même, il y a un truc sur ces sujets-là, une espèce d'omerta ou une peur ou que j'ai du mal à comprendre. Vraiment. C'est triste surtout, franchement. C'est triste, c'est patriarcal au possible aussi, parce que je pense que c'est des sujets... Quand tu en parles encore maintenant, t'as un peu l'impression d'être un peu une allumée, quoi, une folle qui veut parler de choses dont on ne parle pas. Alors que dans plein de pays, comme tu le dis, même des pays qu'on pourrait considérer comme moins progressistes, en réalité le sont beaucoup plus, quoi. La parole est plus libre. Donc, quand on a échangé pour préparer ce podcast, tu m'as confié que selon toi, la vie de couple, en fait, de là découle ton choix d'ailleurs, est difficilement soluble dans la parentalité, que c'est pas vraiment la vision que t'as, toi, de la famille. Comment t'expliques ça ? Pourquoi pour toi, justement, t'as une vision de la famille qui n'est pas, on va dire, celle correspondant à peut-être une majorité de gens ? Ça reste à voir, d'ailleurs. Alors, c'est très marrant, parce que dire famille... Alors, pour que je dise que j'ai une famille avec Sophia, il m'a fallu un peu de temps. Parce qu'en fait, pour moi, une famille initialement de base, c'était comme tout le monde, maman, papa, les enfants, et ils vécurent ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Même si j'ai jamais vraiment cru dans ce truc, mais quand même. Les contes de fées. Et donc, pour moi, je n'étais pas une famille, mais on était, elle et moi, différentes. Et puis après, avec le temps, je me suis dit, mais en fait, c'est con. Et je crois que c'était dans mes discussions avec peut-être d'autres psy ou mes copines, etc., où je me suis dit, en fait, non, ça aussi, c'est une famille. C'est juste une famille différente. Et sauf que moi, la vie de couple, elle est, alors de base, compliquée. Enfant ou pas enfant, c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué. C'est compliqué. Et c'est de plus en plus compliqué. Parce qu'en plus, maintenant, la nana, elle donne son opinion. Franchement, elle abuse. Et voilà. Et donc, c'est vraiment compliqué. C'est ça qui a compliqué les choses, à mon avis. Je suis assez d'accord. Parce que même... Alors, franchement, si je suis même pas cynique, mais véridique, en Arménie, c'est assez simple. Tu te maries pour avoir un enfant. Tu bosses ou pas, ça dépend. Voilà. Certes, à un moment, tu es heureux. Mais c'est pareil en Russie. C'est encore plus pareil en France. Et puis, à un moment, lui, il trompe. Alors, en France, elle aussi, d'ailleurs, dans d'autres pays aussi. Sauf que, pseudo, personne n'est au courant. Et on fait comme si tout va bien parce qu'on a fait des gosses ensemble. Et il faut que l'enfant, jusqu'à un certain âge, ait les 2 parents autour. Oui. Donc, c'est une espèce de partenariat non dit. Moi, je ne voulais pas ça. Moi, dans un couple, le plus important, c'était la transparence et la vérité. Donc, à partir de là... tu vois, dans mon schéma, je voyais bien qu'à un moment, ça allait pas coller. Et sûr qu'à un moment, il y a un des deux qui va être coincé. Sauf que si on est coincé, qu'est-ce qu'on fait ? On divorce. Moi, je suis pas du style à rester. Si je divorce, qu'est-ce qu'on fait ? On partage l'enfant. Et moi, je voulais pas le partage d'enfant. En fait. Mais il y a aucun moyen que l'enfant fasse des allers-retours. Et je ne juge pas. Mais moi, je sais que j'aurais pas supporté. C'était pas quelque chose que non, déjà, les 2 heures avec mamie, elle m'envoie 1000 photos. La nounou à la maison, j'ai des caméras. Alors oui, normalement, on est censé faire confiance à son père. Bon, chacun son truc. Et dans ma tête, aucun moyen que je reste avec une personne toute ma vie. Ou alors vraiment, cette personne, je sais pas comment, il faut vraiment qu'il évolue comme moi, ce qui est très difficile parce que moi, je pars dans tous les sens. Les contes de fées n'existent pas. Exactement. Et j'ai essayé pourtant, franchement, j'ai tout fait.
Tout ce que je fais. Ah bah c'est bien, si t'as J'ai tout fait. essayé, ça n'a pas marché. Parce que là, j'en parle facilement, mais il m'a quand même fallu des années de recherche de moi-même. Oui, de comprendre en fait ce qui de te challenge, t'animait. parce que jusqu'à quand même 29 ans, j'étais certaine que c'était très binaire, que je me mariais, je faisais les enfants avec lui, et que même si on voulait divorcer, on ne divorçait pas, parce qu'une Arménienne ne divorce pas, et que de toute manière, on était coincés jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans, et que peut-être à 65 ans, si on n'est pas mort, on peut en profiter un peu. Et donc avec le temps, en fait, en partant par ce que je ne veux pas, j'ai construit un truc qui aujourd'hui, je me dis, est quand même assez, je touche du bois, mais solide, à minima dans ma tête. Après, est-ce que c'est facile pour ma fille? Je sais pas. Alors, j'ai quand même, depuis qu'elle a 6 mois, je lui raconte l'histoire des graines, parce que je veux pas que ça soit un tabou non plus. Ouais, vous en parlez. On en parle. Je sais que c'était difficile à l'école pour elle il y a 6 mois, parce que les enfants autour d'elle ne comprennent pas. Comment ça, t'as pas papa? Et alors, en plus, on est dans une école hyper cool, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était la seule qui n'a pas de père. D'accord. Ils sont tous en mode... c'est peut-être le prix de l'école, je sais pas, mais ils ont tous... Deux parents. Deux parents. Ouais. Minimal, le papa, il bosse. Ouais. Donc, j'ai dit à la prof et j'ai écrit aux copines. Enfin, aux mamans de copines en disant, attention, ouverture d'esprit. La bonne nouvelle, c'est qu'elles étaient très ouvertes d'esprit. Ils ont tous très vite réagi. Ils ont lu des livres. Génial. Donc ça c'est cool, ça. Mais il y a eu un moment où je me suis dit, merde, c'est parce que c'était tellement évident pour moi. Oui. Elle, j'avais pas compris que ça... Donc, bon, je travaille un peu plus aussi à faire attention à ce qui la touche. Mais moi, à cette évidence, je suis arrivée au bout de 1000 ans et que je commence à l'assumer. Et je me dis, mais quelle conne. J'ai pas pensé à ça avant. Parce que tout ce truc de tu dois suivre un schéma, c'est nul. Pourquoi? Enfin, on choisit, on fait des choix. Si tu veux pas de robe rouge, tu mets une robe bleue, c'est ton choix. Oui. Donc, mais sauf que tout le monde t'explique que c'est pas vrai. Non, voilà, c'est et pas donc évident tu y pour crois tout le monde. que c'est pas vrai, que tu n'as pas. Non, en fait, non, le bleu ça te va mieux. Et c'est que c'est même pas forcément méchant parfois, c'est que les gens ils sont certains que le bleu te va mieux. Mais on s'en fout. Pour moi aujourd'hui, une famille, c'est ce qu'on veut qu'elle soit. Et donc ma famille, c'est clairement elle et moi. Ouais. Après, elle a une mamie et c'est génial, elle s'entend très bien avec mamie. Elles se comprennent. Mais toujours est-il que les voyages, on est toutes les deux, les expériences, on est toutes les deux, les Lego, on est toutes les deux, tous les autres jeux, je suis pas là. J'aime pas les jeux. Est-ce que tu as en tête l'exemple d'une femme que tu connais ou d'une femme célèbre ou d'un personnage de fiction qui a fait un bébé toute seule? Et si oui, qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette femme? Alors, la seule femme qui est un peu libérée dans ses paroles... Il y a 2 femmes qui sont un peu libérées dans leurs paroles. Je me rappelle, il y a Cher. Ok. Mais je ne sais pas si elle a fait seule ou pas. Et ça a un peu mal terminé, cette histoire, je crois. Ah mince. Mais là, donc, ce n'est pas le bon exemple. Mais je me rappelle, il y a 23 ans, il y a 20-30 ans, elle disait déjà pourquoi être en couple, etc. Cher, ah ouais. J'ai loupé ce pan de... Elle a toujours été libérée dans sa parole. Ah, hyper cool. Elle m'a inspirée là-dedans. Celle qui est libérée, mais elle n'a pas fait d'enfant du tout, c'est Jennifer Aniston. Ouais. Et qui l'assume. Et je pense que c'est une des premières que j'entends assumer ouvertement. Je pense que c'est fort là-dedans. Mais celle qui a fait un enfant seule, non. Je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai un exemple qui se sont retrouvés seuls et qui évidemment assument. La parentalité solo assumée et choisie, c'est pas la même chose. En fait, choisie et subie n'est pas la même chose. Voilà. Quand c'est choisi, voilà, c'est pas pareil. Même l'histoire que tu racontes dans ton enfant n'est pas pareil. Ta fille, elle a une mère indépendante, un peu pionnière. C'est ça. Et voilà, qui fait ses choix, qui les assume, qui avance et qui est heureuse. Donc, c'est trop cool. Pour qu'un enfant soit heureux, la question n'est pas est-ce qu'il y a un père, une mère, une mamie, un truc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les personnes qui l'entourent l'aiment. Peu importe d'où l'enfant sort, en fait, qui est père biologique, mère biologique, etc. Et donc, pour moi, il faut lui montrer l'amour à l'enfant et il faut montrer que tu es heureux d'être avec elle ou lui. Donc, si maman est heureuse, même si elle culpabilise, même si parfois elle est triste, oui. Mais il faut qu'elle voit maman heureuse. C'est sur ces belles paroles qu'on va terminer l'épisode. Je te remercie 1000 fois, Christine, de nous avoir rendu visite. Et je rappelle qu'il y a ton ouvrage donc, qui s'appelle « Mon bébé made in love » qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies. Non, sur Amazon. Bon, sur Amazon. Dans la bonne librairie d'Amazon. Bon, voilà, sur Amazon uniquement. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos écoutes. Le sujet vous intéresse ? Vous
Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est, la lettre C, pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!